Salut toi! C'est parti pour l'update lecture du printemps. Ces derniers mois, j'ai lu 32 livres pour un total de plus de 11 300 pages lues. Dans une première partie, je vais te parler des livres qui sont sortis ce printemps et que j'ai lus direct quand ils sont sortis. Et pour ne pas faire dans l'originalité, comme tout le monde ces derniers mois, j'ai découvert le dernier tome paru d'Hunger Games, Lever de soleil sur la moisson, écrit par Suzanne Collins et toujours aux éditions PKJ. Si jamais tu as vécu dans une grotte ces 20 dernières années, déjà je te conseille d'y retourner parce que ici le monde part en couille. Et sinon, Hunger Games, ça parle aussi d'un monde qui est parti en couille. Je pense que ce n'est pas du tout exagéré de dire ça comme ça, puisque dans ce monde-ci, chaque année, on envoie des enfants s'entretuer dans une arène. C'est génial. Et ici, dans ce livre-là, on suit les 50e Hunger Games. Dans la trilogie de base, on suivait les 74e et les 75e. Et les 50e Hunger Games, ils sont un peu spéciaux. Tu vois, c'est un peu un événement un petit peu spécial, puisque au lieu d'envoyer 2 enfants par région, on en envoie pas moins que 4. C'est formidable. Plus d'enfants qui s'entretuent, youpi! Et si jamais tu as lu ou vu la trilogie de base, ici on suit Emmett. Tu sais, le gros alcoolo qui est censé aider Katniss dans la trilogie de base. Enfin ici, c'est plus un gros alcoolo parce qu'il est jeune, il a genre 16 ans, mais dans la trilogie de base, il est vieux et alcoolo. Eh bien, si tu veux savoir pourquoi il est trauma et qu'il est devenu un gros alcoolo, lis ce livre. C'était vachement bien. J'ai moins aimé que la trilogie de base parce que autant adulte, j'adore le personnage d'Emmett, autant ado, il m'a moins touché que Katniss. Je l'aime beaucoup quand même, mais il m'a moins touché que Katniss. Je sais pas, il manquait un petit truc par rapport à elle. D'autre part, puisqu'on sait plus ou moins comment ça va se finir, parce que on l'a lu dans la trilogie de base en fait. Ils nous disent comment ça finit les jeux de Emmett. Donc on sait. Même si le plus important c'est le voyage, pas la destination, tout ça. Et c'est vrai ici, c'est vrai parce que il y a énormément de choses qu'on ne sait pas qui sont dites ici et qui sont très intéressante. Et puis c'est assez intéressant de suivre un personnage qui a un but et qui va échouer dans son but. C'est pas du tout un spoil, parce que juste le fait que la trilogie de base existe, on sait qu'il va échouer parce que on est sur les 50e Hunger Games et la trilogie de base c'est les 74e. Et puis j'ai adoré en savoir encore plus sur la fourberie des gens du Capitole et des organisateurs du jeu, parce qu'on le sait que c'est des gros connards. Mais à chaque fois qu'elle sort un nouveau Hunger Games, on s'en rend encore bien plus compte. J'ai aussi lu directement après sa sortie Les dragons marchent sur les nuages de Marielle Carozio et aux éditions Plume Blanche. Moi, la version que j'ai avec ce beau jaspage là, c'est la version bibliocoffre, mais initialement, c'est bien les éditions Plume Blanche. On y suit Bolong qui était adopté par un illustre nécromancien. Et comme il a été adopté, il est persuadé qu'il doit une reconnaissance éternelle à son père adoptif. Alors que, non, son père adoptif, il s'en fout, tu vois. Pour lui, c'est juste son enfant, il est très content d'avoir un enfant, il a pas besoin d'avoir ce truc d'admiration et de reconnaissance éternelle que Bolong veut lui donner, mais Bolong veut lui donner quand même. Et pour ça, Bolong décide de devenir l'apprenti de son papa. Ce qui en soi est plus casse-couille pour Papounet qu'autre chose, mais Bolong il y tient, ce petit morveux. Sauf que Papounet avait déjà un fils biologique. Et ce dernier décide de se construire complètement à l'opposé de Bolong. Parce que la jalousie fraternelle, tu connais. C'est une fantaisie d'inspiration chinoise. Et malheureusement, je suis vraiment pas rentrée dans cette histoire-là. Déjà, le bail là, avec les dragons là et le phénix, c'est à peine présent. Genre, si tu veux une histoire avec des dragons et des phénix, je suis pas sûre que c'est ça qu'il faut que tu lises parce que ils sont là, mais tout petit peu. Ensuite, le rythme est lent, ce qui parfois peut me plaire, mais en fait là, je me suis juste fait chier en fait. Alors que le livre fait moins de 300 pages, donc c'est quand même un petit exploit. Les personnages complètement osef à mes yeux. Il y a une romance à laquelle je ne crois absolument pas. Un truc qui sort complètement de nulle part. Tu sais, un espèce de lien magique sorti de nulle part, là, à la manière de Jacob dans Twilight, qui se lie à une enfant pédophile. La pédophilie, c'est pas bien, petit enfant. Et je te rassure, dans ce livre, le monsieur n'est pas pédophile. Ce n'est pas écrit par une personne concernée et ça se sent. Même si l'autrice, tu sens quand même qu'elle a fait beaucoup de recherches, elle a quand même respecté le truc, elle a pas fait n'importe quoi non plus. Mais ça se sent, tu sens quand même que c'est une fantaisie chinoise fantasmée. En même temps, c'est de la fantaisie, donc c'est forcément fantasmé. Je sais pas si tu vois le truc. Si tu veux, on sent qu'il y a du travail, de la recherche, mais pas du vécu. Malgré tout ça, c'est vraiment pas mauvais, c'est juste pas pour moi. Et d'ailleurs, il y a un point extrêmement positif au niveau du fonctionnement de la magie, c'est-à-dire que c'est fastidieux pour pouvoir maîtriser les pouvoirs, tu vois, tu sens qu'il y a un travail, il y a un apprentissage, t'as pas des pouvoirs comme ça en claquant des doigts, il faut les mériter tes pouvoirs. On sent clairement l'effort, l'acharnement, la pénibilité pour pouvoir atteindre une certaine puissance. Du coup, on sent tout ça dans le fonctionnement de la magie, et ça, c'est un point positif, et on sent tout ça aussi dans la plume, et ça, c'est un point un petit peu moins positif quand même.
Et on enchaîne tout de suite avec des livres un petit peu plus vieux, un petit peu, hein, parce que t'as des livres vraiment plus vieux, et puis t'as des livres qui sont sortis genre il y a moins de 6 mois quand même, hein, c'est juste pas sorti au printemps. Et du coup, pour les livres plus vieux, je vais te parler des sagas que j'ai découvertes en lisant leur premier tome. Et on commence tout de suite avec le premier tome de The Bone Seasons, écrit par Samantha Shannon et aux éditions de Saxus. On est je crois en 2059, un truc comme ça, et dans la République de Sion, dans laquelle les personnes qui ont des dons sont considérées comme des anormaux. Non, ce n'est pas un gros mot, c'est vraiment, ils sont considérés comme des anormaux. De ce fait, ils sont bullies par absolument tout le monde, ils sont même arrêtés par le gouvernement juste parce qu'ils sont nés comme ils sont nés. N'y aurait-il pas un petit parallèle avec autre chose? Et bien évidemment, Paige, le personnage qu'on suit, est une anormale. C'est ce qu'on appelle une marche-rêve, plus exactement. En gros, elle peut rentrer dans le monde intérieur de gens. Et Paige, qui accessoirement fait partie de la pègre, parce que tout simplement là-bas les anormaux ne sont pas rejetés, donc on peut comprendre hein, que du coup elle a envie d'aller là-bas, va se faire enlever et emmener dans un endroit un petit peu particulier. J'ai adoré. J'aime la plume, j'aime Paige, en fait j'aime globalement tous les personnages, j'aime l'univers et j'ai hâte d'en savoir plus. J'aime aussi ce truc de mélanger dystopie et fantasy et j'aime aussi beaucoup le système de magie. J'aime beaucoup de choses dans ce livre. Il y a à la fois une légère critique politique, hein, bon elle est très légère mais elle est là quand même, et c'est divertissant, ça se lit complètement tout seul malgré la taille de ce beau bébé parce que c'est pas tout petit. J'aime également la façon dont passé et présent sont entremêlés parce qu'il y a une justification, c'est pas juste posé là, les espèces de flashbacks, et c'est pas mal. Peut-être que je me serais quand même passé de la love story qu'il y a dedans, mais c'est pas grave, c'est pas problématique ou quoi que ce soit. Mais bon, c'est vrai que ça m'a fait ni chaud ni froid. Hein. Et malgré le fait que j'aime beaucoup le personnage de Paige, la meuf quand même, elle ouvre un peu sa bouche à des moments pas appropriés, tu vois. On dirait qu'elle est suicidaire. C'est-à-dire qu'elle peut pas s'empêcher de répondre à des moments où t'es là, non, tais-toi. Vraiment là. Tais-toi. Genre, ta vie est en danger si tu parles. Donc, c'est pas nécessaire. Tu peux te la fermer. Genre, elle sait vraiment pas se taire. J'ai découvert également Ce cœur empoisonné, écrit par Kaylin Bayron et aux éditions Sabran. On y suit Briseis, au bon lait de brebis, qui est genre au lycée et elle a un certain don avec les plantes. Pas comme moi par exemple, qui fait crever absolument toutes mes plantes dans d'atroces souffrances, même les cactus et les plantes grasses. Et quand je te dis qu'elle a un don, c'est genre un truc surnaturel, tu vois, genre elle fait pousser des plantes en un claquement de doigts, instantanément. Un jour, une madame vient chez elle et lui dit que la sœur de sa mère biologique vient de décéder parce que Brie a été adoptée par deux mamans. Du coup, la sœur de sa mère biologique lui lègue sa maison. Et il se trouve qu'il y a tout un tas de mystères qui entourent cette maison et notamment le jardin. Je pensais qu'on était sur du young adulte au vu de l'esthétique de la couverture. Mais non, on est sur du jeunesse en fait. Et du coup, au début, ça m'a énormément déçue parce que je le trouvais justement trop naïf, trop enfantin, avec une plume beaucoup trop simple. Mais si du coup on le prend pour du jeunesse, ça va, c'est justifié. Brie est extrêmement naïve. Oui, Briseis, on va l'appeler Brie parce que c'est plus court et c'est moins chiant à dire. Elle fait des choix que, toi tu les ferais pas, tu vois, parce que tu sens venir à 1000 que c'est pas des bons choix, elle les fait quand même. Mais bon, elle a un âge où c'est cohérent. C'est un livre qui prend son temps et qui installe une ambiance. On prend du temps de découvrir la maison, le jardin, les dons, les personnages, les mystères, et ça c'est très intéressant pour du jeunesse qui a tendance à vouloir aller frontalement dans l'action, tu vois. Ça change. Moi personnellement ça m'intéresse pas tant, mais si toi t'es intéressé par tout ce qui est plantes, botanique, tout ça, c'est hyper intéressant parce qu'on est vraiment dans cette ambiance, tu vois, tu renifles les fleurs et les plantes et tout, quand tu lis, c'est vraiment très très imprégné de ce truc-là. On est aussi avec plein de bails inspirés de la mythologie grecque, et ça, pour le coup, ça m'intéresse beaucoup plus. Tu veux quand même en découvrir plus sur les mystères qui entourent Brie, donc ça fonctionne. Et un petit plus niveau représentation, t'as des personnages noirs, elle est noire, et queer, elle est queer. Et ça, on aime. Et puis en plus c'est du on voice puisque l'autrice elle-même est noire et queer. Que demander plus? Je recommande franchement, notamment pour les enfants et les jeunes ados. J'ai également découvert Ces plaisirs violents, écrit par Chloé Gong et aux éditions Sabran. C'est une réécriture de Roméo et Juliette à Shanghai dans les années 20. Et y a un monstre. En gros, t'as deux familles mafieuses qui se disputent la ville, qui se disent non, ce territoire-là il est à moi, non il est à moi, non rends-le-moi, c'est le mien. Et oh malheur, il y a un espèce de monstre qui, quand tu le vois, tu as envie de t'arracher la gorge, littéralement. Et tu crèves dans d'atroces souffrances en t'arrachant toi-même comme ça, la gorge. Ça a pas l'air sympa ce truc-là. Hein. Et le truc, c'est que ce monstre a tendance à apparaître surtout au sein des deux familles mafieuses. Donc du coup, elles sont toutes les deux dans la merde. Et donc, Juliette et Roma, ouais, on a capté que c'était pour pas dire Roméo, mais on sait que c'est Roméo le personnage, tu vois. Et ils vont devoir s'allier pour pouvoir enquêter ensemble et arrêter ce monstre. Au début, je vais pas te cacher, je me suis fait chier. Mais au fur et à mesure de l'histoire, j'ai vraiment été prise dedans, tu vois. Le rythme est très lent, on est plutôt ancré sur l'ambiance, tu vois, ce côté un petit peu, sur cette ambiance
Shanghai des années 20. Ce côté fantastique aussi, parce que c'est pas de la fantasy pour moi, c'est vraiment fantastique. Et puis c'est un mood très thriller, tu vois, tel Michael Jackson. T'es sur une enquête. Qu'est-ce que Chloé Gong écrit bien. J'ai trouvé qu'elle écrivait extrêmement bien. Sa plume en réalité, c'est vraiment ce qui m'a fait continuer la lecture et ce qui m'a fait me perdre dans cette histoire. J'aime plutôt bien aussi les personnages, tu vois, que ce soit Juliette ou Roma d'ailleurs. Il y a d'ailleurs un truc intéressant parce que t'imagines bien qu'il y a une romance, puisque c'est une réécriture de Roméo et Juliette, tu vois, forcément qu'il y a une romance quelque part. Sauf que c'est une histoire qui a déjà eu lieu. C'est des personnages qui ont été ensemble il y a quelques années et qui ne sont plus ensemble au début de cette histoire. Il y a un background, tu vois, et c'est assez intéressant. C'est assez rare qu'on suive des histoires comme ça. Enfin, des fois t'as des amis d'enfance, mais tu sens que c'est un peu superficiel. Là, tu sens qu'il s'est passé quelque chose vraiment. Bref, même si c'est pas du tout le genre de lecture qui m'intéresse de ouf et que je suis pas sûre de lire le tome 2, c'est ma foi un livre de qualité. J'ai lu également The Curse of Scents, écrit par Kate Dramis et aux éditions Calix. On suit Aya, pas Aya Nakamura, pas elle non plus, parce que ça c'est un loup, c'est pas une personne, qui est l'espionne personnelle de la reine. Et un jour, Aya est soupçonnée d'avoir une magie que le monde n'a pas connue depuis longtemps. Et qu'en vrai, ils ont même pas le droit d'avoir cette magie-là, parce que les dieux, ils ont décidé. Ils ont pas le droit. Et suite à ça, elle se retrouve obligée d'aller partir en voyage diplomatique pour la reine sur un autre continent. Parallèlement à ça, on suit Will, qui lui est exécuteur de la reine. Quand il y a quelqu'un à enfermer ou à torturer, qui c'est qui s'y colle? Et c'est Will. Et il va se retrouver à devoir partir en voyage avec Aya alors qu'ils se détestent. Et ils vont découvrir qu'alors que dans ce monde, les dieux n'autorisent pas d'avoir plus d'un seul don, certaines personnes en veulent un petit peu plus, ces petits gourmands, et donc vont faire des choses qui vont à l'encontre de la volonté des dieux de ce monde. C'était pas si mal. Pas incroyable, mais pas si mal. Il y a ce truc des ennemis qui n'en sont pas, qui me saoule. Mais on peut pas y échapper, c'est dans les 3/4 des romantésies. Au début, je vais pas te cacher que j'étais pas plus emballée que ça, et au fur et à mesure de l'histoire, j'ai quand même senti un intérêt grandissant, malgré le manque d'originalité. Il y a pas mal de retournements de situations que j'avais reniflé à 1000 lieues, mais c'est pas grave, parce que quand c'est arrivé, ça n'a pas gâché mon plaisir de la lecture, donc on s'en fiche au final. Comme je l'ai dit, c'est pas un livre avec une originalité de ouf, les personnages sont pas incroyables, ils sont pas... Tu les as vus, tu les as déjà vus ces personnages-là, mais c'est quand même une lecture sympa à lire, ça se lit. D'autant plus que dans ce tome, il y a plus de complots politiques que de trucs avec des pouvoirs, alors que tu sens qu'il y a un grand truc à ce niveau-là, donc tu sens quand même que par la suite, il va peut-être avoir des choses un petit peu plus originales, un petit peu plus intéressantes à suivre. Pour ceux qui n'aiment pas le smut, ça ken, pas toutes les 30 secondes non plus, mais ça ken quand même. Sinon, ouais, sympa, sans être incroyable non plus. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Gods and Monsters, le livre maudit d'Azrael, écrit par Amber V. Nicole et aux éditions Bookmark. Ensuite, Diana, c'est elle Diana. Elle est belle Diana, qui est sous la coupe d'un méchant très très méchant, qui fait faire des choses de méchante très très méchante, genre tuer des gens parce que pourquoi pas. Et Diana est obligée de lui obéir parce que sinon, quick, sa sœur. Le mec est carrément en mode chantage avec elle. En même temps, c'est un méchant très très méchant, donc bien sûr qu'il va pas se priver. Et comme elle aime quand même beaucoup sa sœur, elle va accepter d'être le chien-chien de l'autre méchant. Et pour lui, grâce à ses dons complètement cheatés, parce que vraiment elle a des dons incroyables, on va dire, et à l'aide de ses dons, elle va devoir, pour lui, pour le méchant très très méchant, aller à la recherche du livre maudit d'Azrael. Comme le nom du livre l'indique. On suit également Liam, qui est un dieu qui va se retrouver mêlé à cette histoire. C'est de l'urban fantasy, c'est-à-dire qu'on est dans notre monde, mais pas tout à fait quand même, puisqu'il y a des dieux, des vampires, des sorcières et autres créatures surnaturelles. Cela dit, si tu connais des vampires ou des sorcières, mets-le-moi en commentaire. Au début, je kiffais ma lecture. Ça a commencé très 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 bien. Diana, c'est une méchante, une vraie connasse qui kiffe faire du mal, même si elle fait genre « ouais, mais en fait on me force à faire ça ». Non, elle prend son pied, vraiment. Et moi, j'aime particulièrement suivre des personnages qui sont pas forcément bons. Même si je ne veux pas de Diana dans ma vie, très peu pour moi, même si madame, tu es magnifique. Elle est complètement torturée entre sa part d'ombre et de lumière. Sa part de lumière qui est plus ou moins sa sœur, parce que sa sœur, elle, pour le coup, c'est une très bonne personne. C'est un peu la conscience morale de Diana, tu vois. Donc il y a ce truc-là un petit peu torturé, et ça on aime aussi. Liam, c'est un grumpy, tu vois, il fait la gueule tout le temps, genre « je renouille, pas content, je boude, tout ça. » Il est un peu paumé, comme il comprend pas toutes les expressions de ce monde, tu vois, donc du coup c'est assez intéressant. J'étais complètement hypée par ma lecture, on va dire la première moitié du livre. J'étais là, ouais, j'adore, c'est trop bien et tout. Et puis... la romance! Voilà ce qui s'est passé!
On a des personnages qui ont genre plus de 1000 ans, qui deviennent complètement teubés lorsque la romance s'installe. Genre à un moment la meuf elle fait une crise de jalousie puisque quelqu'un demande un baiser en échange d'une information cruciale pour l'avenir de l'humanité, hein, on est vraiment sur ce truc là. Elle demande en échange un baiser au mec de la meuf. Enfin en fait c'est même pas vraiment son mec encore tu vois, mais il y a un truc tu vois, il y a... Elle demande un baiser, l'autre meuf là, l'autre connasse, et la meuf qui est avec le mec, elle est en mode non jamais la vie, tu vas pas faire ça, on va trouver une autre solution, hein, alors que ça fait un certain temps hein, qu'ils cherchent des solutions, que c'est la seule qu'ils ont trouvée, et que le seul truc qu'elle demande en échange, c'est un baiser. Donc apparemment l'avenir de l'humanité est moins importante que ton petit ego de merde. On parle de l'avenir de l'humanité, hein, on s'en bat les couilles de qui elle embrasse, tu vois, tu acceptes, tu fais pas, enfin, t'as plus de 1000 ans, genre, tu gères tes émotions en fait. C'est qu'un baiser, tu vas pas mourir. La meuf est censée être un minimum mature, hein. Je rappelle encore une fois qu'elle a des milliers d'années. Ensuite, ça y est, ils ont récupéré un objet qu'ils avaient besoin de récupérer pour continuer leur quête. Je répète, ils ont l'objet en leur possession, dans leurs mains. Et t'as un méchant qui arrive, et ils se mettent à fuir, et tout d'un coup, Liam annonce qu'il a remis l'objet à sa place. Pourquoi faire? Enfin, moi je sais pourquoi faire, hein, c'est parce que l'autrice a décidé que ça rajouterait de l'enjeu de faire ça, puisque, du coup, ils sont obligés de retourner là-bas, ils ne peuvent pas fuir le monstre. Donc ça rajoute de l'enjeu, mais ça enlève complètement de la cohérence, ça rend tes personnages complètement stupides. On rappelle qu'ils ont des milliers d'années. Ah et oui, Liam, je rappelle qu'il ne comprend pas la moitié des expressions humaines parce que c'est un dieu, il n'a pas vécu ici depuis longtemps. Eh bien, à un moment donné, il ken et il dit « Oh oui, vas-y bébé ». Donc il nous cale un bébé au KLM comme ça alors qu'il ne comprend pas la moitié des expressions. À savoir que bébé c'est une expression, hein. Enfin j'espère hein, qu'il ne ken pas réellement avec des bébés parce que c'est dégueulasse. Est-ce que dans ton monde là-bas de Dieu il y avait des bébés? Enfin je parle pas des nourrissons, hein, je parle du terme bébé. Je pense pas. D'ailleurs si je me souviens bien il y avait même pas de bébé parce qu'il me semble que Liam quand il est né ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas une naissance. Donc même des vrais bébés, il y en a pas. Donc de quoi tu me parles? À quel moment, quand t'es auteur ou autrice, tu te dis mes personnages ont plus de 1000 ans, ils ont la faculté de réfléchir? Parce que à d'autres moments, avant la romance, ils réfléchissent très bien, hein, aucun problème à ce niveau-là. Et puis tu leur mets une romance, et puis ils deviennent complètement teubés. Bref, une grosse déception parce qu'il y avait un énorme potentiel. Et puis à un moment donné, les personnages ont arrêté de réfléchir avec leur cerveau. Si tu vois ce que je veux dire. Je lirai quand même le tome 2, hein, parce que je suis faible. J'ai lu également au printemps La maison au milieu de la mer céruléenne, écrit par T.J. Klune et aux éditions de Sextus. Oui, je le mets dans les premiers tomes de saga, même si techniquement jusqu'à peu, c'était pas du tout censé être un premier tome mais un tome unique. Mais en juin justement, il va avoir un autre tome dans cet univers-là qui va sortir. Donc ça rentre. On suit Linus Baker qui a une vie d'employé très carrée, tu vois, très monotone. On est dans les règles. Moi dans sa vie je me ferais complètement chier, hein. J'aurais pas tenu une semaine dans son travail, mais lui ça a l'air de lui convenir. Et c'est quoi son travail, me diras-tu? Il se rend dans des orphelinats avec des enfants qui ont des pouvoirs pour vérifier que tout est aux normes. Que les enfants ne soient pas maltraités, tout ça. Mais en réalité, ça c'est une petite partie de son travail. Son travail, c'est principalement de la paperasse. On se fait chier. Le gars, du coup, ça fait des années qu'il se complaît dans sa vie de merde. Il veut même pas de promotion, tu vois, il est très bien là où il est. Et pourtant, il va avoir les cadres extrêmement supérieurs, hein, des gars qui ne se prennent absolument pas pour de la merde, pour aller sur une île inspecter un orphelinat bien plus dangereux que ceux dont il a l'habitude. Car il se pourrait que les enfants qui s'y trouvent soient de véritables petits monstres. Et je ne parle pas de ton neveu ou de ta nièce insupportable, je parle de monstres un petit peu plus de façon littérale. J'ai vraiment beaucoup aimé. Mais si je compare à la saga du Clan Bennett, la saga du Clan Bennett pour moi c'est ma vie, tu vois, c'est un monde au-dessus, mais j'ai quand même adoré. La force de T.J. Klune, c'est vraiment ses personnages et les relations entre eux. Il capte vraiment bien les relations humaines, et là encore, il nous le prouve. Une fois encore, on sent qu'ils peuvent exister dans la vraie vie, enfin, ils peuvent exister dans la vraie vie, je veux dire, ils ont pas avec ces pouvoirs-là, tu vois, enfin, à part si toi tu connais des gens comme ça, tu peux me le dire en commentaire, hein, je suis ouverte. A priori, ils peuvent pas exister de cette manière-là, mais au niveau de leur caractère, ils peuvent exister. À la base, Linus, il est vraiment chiant, tu vois, c'est vraiment le mec avec qui moi j'ai pas envie d'être pote. Et pourtant, tu t'attaches à lui. Enfin, moi, je me suis attachée à lui, en tout cas. Et les enfants, il y en a qui sont vraiment relous. N'approche pas petit enfant, tu vois, il y a certains enfants, t'as envie de faire ça. Et tu t'attaches à eux quand même. L'intrigue en elle-même, elle est sympathique, elle a pas une originalité folle, tu vois, c'est un truc un peu à la X-Men ou à la Miss Peregrine et les enfants particuliers, tu vois, tu enfermes des enfants dans un orphelinat, ils ont des pouvoirs, un peu dans ce mood-là. La plume est toujours extrêmement belle, d'ailleurs, T.J. Klune s'adapte à son histoire pour sa plume, puisque ce n'est pas du tout la même plume qu'on retrouve ici que celle qu'on retrouvait dans le Clan Bennett.
Si tu t'attends à de la fantasy bien bourrine, lis pas ça, c'est vraiment de la cozy fantasy. À lire avec un plaid et un petit thé, tu vois, c'est tout doux. On a envie de faire des câlins, ces livres-là. Et malgré tout, tu te heurtes quand même à des sujets un petit peu plus durs. Ça te dit pas non plus la vie, elle est toute rose, elle est toute joyeuse. Non, non, non. Ce qui peut ne pas plaire, c'est peut-être la naïveté du propos, parce que c'est vrai que ça peut paraître extrêmement naïve. J'entends. On peut également reprocher à ce livre-là qu'il se passe pas grand-chose, en fait, dans les faits, il y a pas énormément d'événements. Mais pour moi, c'est vrai que ça a été une petite douceur, un petit bonbon. Et d'ailleurs, regarde, ça a un peu les couleurs d'un bonbon. Tu vois, un petit arlequin, là. Miam miam. Et pour finir, avec les premiers tomes de saga que j'ai découverts au printemps, j'ai lu Un pacte avec le roi elfe, écrit par Elise Kova et aux éditions Big Bang. On est dans un monde où de temps en temps, le roi elfe sort de son royaume pour aller chercher chez les humains une reine. Et nous, on suit Luella, qui pensait avoir complètement échappé à ce truc de reine humaine parce qu'elle est parfaitement banale et que, a priori, la reine humaine, bah tu le sais plus ou moins depuis qu'elle est enfant que ça va être elle parce que elle est pas banale. Et Luella, elle a fait des études d'herboriste et elle soigne des gens et c'est son kiff. Sauf que, au malheur pour elle, il se trouve qu'il y a eu peut-être une petite erreur et que le jour où le roi elfe vient dans son petit village, c'est bien pour elle. Du coup, chapitre 1, le mot embrasser est répété à peu près une dizaine de fois. Est-ce qu'on a besoin de ça? Non, pas vraiment. On peut varier, c'est possible en fait. Chapitre 2, il y a monsieur mec toxique qui annonce comme ça au KLM, lors d'un repas avec la famille de Luella, qu'ils vont se marier sans demander la permission à Luella, alors qu'ils sortent à peine ensemble. Et puis elle est là, ah bon, on va se marier, enfin j'étais pas au courant, enfin je suis pas sûre d'avoir envie. Il est là, chut, je sais ce qu'il y a de mieux pour toi. Ce qu'il y a de mieux pour toi aussi, c'est que tu changes ta coupe de cheveux parce que ça te va absolument pas. Mais en vrai, moi je suis quand même bien dans mon boulot, j'ai envie de continuer à faire ça et... Chut, non, 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 juste marie-toi et tais-toi. Mais mon boulot me rend heureuse. Oh, et pas moi. Donc le mec est en mode chantage affectif, voilà, vraiment un mec bien, ce gars-là. Par la suite, on rencontre le roi des elfes qui est représenté par son torse et qui lui aussi l'enlève pour se marier avec elle. Tout le monde veut se marier avec elle alors qu'elle, elle a rien demandé, qu'a priori elle veut même pas se marier, mais tout le monde veut se marier de force avec elle. Une vie formidable qu'elle a, cette petite. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus sur mon avis sur ce livre? Je crois que tu as compris. Si je veux quand même mettre des mots dessus, ce livre est pour moi l'équivalent d'un nanar. C'est un plaisir coupable. J'ai ri, j'ai tellement ri, alors que c'est absolument pas le but de ce livre. Je pense que c'est un raté, pour moi. Cela dit, je peux parfaitement comprendre que ce soit un plaisir coupable pour certains ou certaines d'entre vous. Y a aucun souci, je ne juge pas. Mais alors moi, vraiment, j'étais en mode... J'ai soufflé, tu vois, j'ai soufflé tout au long de ma lecture. On enchaîne avec les suites de saga. J'ai continué et terminé la saga Blackwater avec le tome 5, La Fortune, et le tome 6, La Pluie. C'est écrit par Michael McDowell et c'est aux éditions Toussaint Louverture. Je vais pas vraiment te faire un résumé parce que je te parle quand même des 2 derniers tomes, donc ça sert pas à grand chose. En bref, dans le tome 1, t'avais une meuf qui arrivait dans une famille, la famille casquée, et ça bouleversait toute leur vie. J'ai mis beaucoup trop de temps entre le tome 4 et les 2 derniers tomes. Du coup, je vais pas te cacher que l'intérêt est un petit peu passé et que j'ai pris moins de plaisir. Le tome 5, globalement, c'était pas mal, vraiment. C'est juste qu'il y a beaucoup de trucs de calcul d'argent et de calculer la fortune de la famille. Je m'en fiche, en fait. Comme il y a beaucoup ça, et tous ces moments-là, je m'en fous royalement de combien d'argent ils ont. Ils ont de l'argent, j'ai compris, je pas besoin d'en savoir plus. Et pour ce qui est du dernier tome, globalement, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de moments joyeux, si tu veux. Dans les autres tomes, c'est sombre, on va pas se cacher que c'est pas le truc hyper lumineux. Mais t'as quand même des petits moments de joie et justement de lumière de temps en temps dans chacun des tomes. Et j'ai trouvé que dans celui-là, pas tant. C'est très mélancolique ce tome-là. Il est très mélancolique par rapport aux autres. Je sais pas, ça instaure une ambiance assez bizarre à la lecture. Pas désagréable, juste différente un peu des autres tomes. Je vais m'arrêter là parce que du coup, c'est la fin de saga et du coup, je peux pas développer sans spoiler. Globalement, mon ressenti sur toute cette saga, c'est que c'est du très bon fast-food qu'il faut enchaîner. C'est très bien décrit, tout ça, c'est hyper intéressant. Je conseille cette saga pour son ambiance et ses personnages. Je vais probablement faire une vidéo saga très prochainement pour en parler plus en détail. Sinon, j'ai lu Nightbane, le 2e tome de Light Lark, écrit par Alex Astor et aux éditions Lumen. Dans le tome 1, on suivait Isla, qui est une sauvage, et non, ce n'est pas une insulte, c'est vraiment le nom de son peuple. Et en fait, il y avait différents peuples avec chacun une particularité, genre les sauvages sont proches de la nature, genre les Azuriens sont proches du ciel, enfin bref, t'as compris le truc. Sauf que depuis quelques siècles, une malédiction les emmerde royalement, puisque par exemple la malédiction empêche aux Azuriens de voler, aux nocturnes de sortir la nuit, et aux sauvages, enfin, elle empêche rien du tout aux sauvages, juste elle les oblige à manger des cœurs humains. Pourquoi? On ne sait pas.
Et pour briser cette malédiction, il fallait que les souverains de chacun des peuples se rendent sur une île pour décider ensemble de qui c'est qu'on va tuer pour briser cette malédiction. Parce que la seule façon de briser la malédiction, c'est de tuer un souverain parmi tous les souverains de ces peuples-là. Alors le résumé là du tome 1, parce que sur la 4ème de couverture, là il y avait marqué une compétition meurtrière, enfin on est vraiment dans l'exagération, hein. On est plutôt sur un truc genre Koh-Lanta, quoique Koh-Lanta est plus dangereux que la compétition qui se passe dans le tome 1. On exagère juste un tout petit peu, on va dire. Hein. Alors, le tome 1, c'était, on va dire, un guilty pleasure, parce que j'ai pas trouvé ça très bon, j'avais plein de trucs qui m'ont énervé, et en même temps, j'ai quand même pris du plaisir, malgré tout, parce que, apparemment, je suis masochiste. Je trouvais, globalement, le personnage d'Isla complètement teubé, et beaucoup trop drama queen à répéter tout le temps « Oh mon dieu, je vais mourir, ma vie est en danger, je suis en danger de mort !» à répéter ça tout le temps, alors que pas du tout, à aucun moment. J'avais pas trouvé d'alchimie dans les histoires de couple, j'avais trouvé que le bail avec les pouvoirs était intéressant mais trop peu exploité, j'ai quand même voulu lire la suite, bon déjà c'est un guilty pleasure, et en plus de ça, bah je voulais qu'on exploite plus le bail avec les pouvoirs. Et dans le tome 2, bah effectivement, le truc avec les pouvoirs est plus exploité, donc ça c'est cool. Par contre, Isla est toujours aussi conne ma foi, même si là pour le coup elle est réellement en danger de mort pas mal de fois. Mais la plupart du temps elle se met toute seule dans la merde, alors bon hein, bien fait pour toi. Ah, et dans ce tome-là, elle est plus ou moins en couple, mais elle passe son temps à penser à un autre mec, ce qui est assez particulier, sachant qu'elle est pas en couple ouvert, hein, enfin je crois pas. J'ai trouvé, bon, toujours un guilty pleasure, hein, mais j'ai trouvé ça très mouerf, parce que bon, l'histoire est pas incroyable, l'intrigue est pas incroyable, les personnages ne sont pas incroyables, les enjeux ne sont pas incroyables, et la romance prend beaucoup trop de place. Par rapport au tome 1, je trouvais qu'elle prenait beaucoup moins de place dans le tome 1, et là, bon... très romance. Hein. J'ai lu également au printemps L'héritier trahi, qui techniquement est un tome 1 d'une duologie, mais c'est dans l'univers du peuple de l'air, et c'est plus ou moins quand même la suite, même si on suit pas les mêmes personnages, donc je vais quand même le mettre dans cette catégorie-là. L'héritier trahi, du coup, écrit par Holly Black, et aux éditions Rajo. Je n'ai pas le livre avec moi, donc du coup je vais te mettre une petite image par ici, ou par là, je ne sais pas encore. Ici, on y suit le point de vue de Vren, ou Suren, je sais pas trop comment elle s'appelle, la meuf. C'est une fae à la peau bleue de 17 ans, qui, soit dit en passant, est reine. Malgré son statut, elle vit chez les humains et elle passe son temps à emmerder ses copains faillés puisque ceux-ci maudissent les humains et elle passe derrière pour les démaudire. Et il y a une autre meuf qui veut voler sa couronne. Pour empêcher ça, elle va avoir besoin de Shen qui n'est absolument pas un arbre mais un autre faillé qu'on avait déjà découvert dans la trilogie principale. Bon, mon avis, Osef. Voilà, je me fiche absolument royalement de tout ce qui se passe dans cette histoire. Je n'ai eu absolument pas le moindre intérêt pour ce livre. C'est un excellent somnifère. Je te le conseille d'ailleurs si toi aussi, comme moi, tu as des problèmes de sommeil. J'avais plutôt bien aimé la trilogie de base. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo, je la mets en barre d'infos. Va découvrir ma vidéo sur la trilogie de base. Concrètement, les qualités sont toujours là, une plume fluide et agréable à lire. Le même univers que j'aime plutôt bien en soi, les personnages, je pense que c'est ça le problème, c'est les personnages le problème. On dirait une copie des personnages de Prince Cruel, en plus fade. Ils sont sans saveur là. Vren là, mouerf. Resalut, tu auras peut-être remarqué que la luminosité a changé, que ma tête a probablement changé, que le cadre a probablement changé, enfin je ne sais pas ce qui a changé exactement, mais les choses ont changé. En fait, j'ai dû m'absenter pendant le tournage de la première partie de la vidéo, du coup je te reprends un autre jour et je finis cette vidéo. Pour finir avec les suites de sagas que j'ai découvert au printemps, j'ai lu le 2e tome de Sauveur et Fils, écrit par Marie-Aude Muraille et aux éditions L'École de Loisirs. Avec ces fucking cochons d'Inde sur la couverture alors que dans l'histoire on parle de hamster. Mais c'est pas grave parce que les cochons d'Inde c'est trop mignon, alors on pardonne, on peut faire des câlins aux cochons d'Inde. Le tome 1, j'avais pas trop mal aimé, je trouvais que c'était un bonbon, un livre qui fait du bien, une petite douceur, c'était tout câlin, j'ai bien aimé le tome 1. On y suivait un psychologue qui s'appelle Sauveur, dans la vraie vie, moi personnellement, je vois un psychologue qui s'appelle Sauveur, je ne vais pas le voir, tu vois, je me dis, le mec a le melon, là c'est de la fiction, donc pourquoi pas. Et il s'occupait principalement d'ados et d'enfants, même s'il s'occupait aussi d'adultes de temps en temps, quand même, on suivait principalement ses patients, ados et enfants. Sauveur est un personnage maladroit qui admet ses failles, et ça on aime. Et on suivait également son petit fouineur de fils, non, il s'appelle pas Fils, je déconne, il s'appelle Lazare, qui écoutait aux portes, mais c'est pas grave parce que il est tout mignon tout plein, son fils. Dans le tome 2, on les suit toujours, et pourtant j'ai beaucoup moins aimé. Déjà, je vais pas cacher que j'étais un petit peu dérangée par le fait que Sauveur refuse d'appeler par son prénom masculin un adolescent transgenre, sachant que cet adolescent lui demande explicitement de ne plus l'appeler par son nom de naissance. C'est vrai que Sauveur se remet en question sur cette question-là justement. Il est pas en mode j'ai raison, il a tort, non. Il sait pas trop comment agir face à ça en réalité, mais reste que c'est quand même un psychologue et que ça peut faire des dégâts en fait. Un psychologue qui mégenre son patient, tu vois. Je sais pas, je trouve ça
un petit peu dérangeant même s'il se remet en question. Et en vrai, globalement, j'ai trouvé l'intrigue moins bonne. Les nouveaux patients, je les ai trouvés moins intéressants. Les anciens qu'on suivait déjà dans le tome 1, je trouvais qu'ils avaient beaucoup moins de choses à dire. Le seul nouveau personnage qui m'a un peu marqué, c'est la mythomane, là, il y a une meuf qui arrive et qui passe son temps à raconter des mensonges. Bon, Sauveur, il les capte direct, hein, il est psychologue quand même, il est quand même plutôt doué dans son métier, même s'il met genre ses patients. Lazare, le seul truc qui le concerne dans ce tome, c'est les hamsters, hein, c'est sa seule préoccupation, son seul sujet de conversation, c'est sa vie, les hamsters. Et autant c'est mignon et drôle 2 secondes, autant à la fin, on a compris en fait. Bref, je sais pas si je lirai les autres du coup, parce que autant le tome 1, ça a été une très bonne surprise pour moi, vraiment un bonbon, vraiment un doudou. Autant ce tome 2, bah j'ai été vraiment déçue. On enchaîne sur une nouvelle catégorie, à savoir les one-shots que j'ai découverts au printemps. Dans la vie des pantins, écrit par TJ Klune et aux éditions de Saxus. On est, je sais pas trop quand dans le futur, mais il y a beaucoup plus de robots, enfin de machines là, que d'êtres humains. Et nous, on va suivre Victor, qui pour le coup est un être humain de chair et d'os, comme toi et moi. Si tu n'es pas un être humain, dis-le moi en commentaire. Mais qui a été enlevé, enfin non pas enlevé, élevé par son papa Giovanni, qui est un androïde. Victor a une vie tout à fait paisible dans une cabane dans les bois avec pour seuls amis des androïdes. Mon dieu, quelle vie triste il a, ce gamin. Enfin, ce gamin qui n'en est plus totalement, parce que je sais pas quel âge il a, mais je crois qu'il est majeur. Hein. Et donc, ses seuls amis, c'est du coup un robot infirmière, un robot aspirateur, un robot vibromasseur. Non, je rigole, bien sûr. Ou pas, hein, parce qu'avec un petit peu d'imagination, le robot aspirateur peut tout à fait avoir cette fonction. Ça va, ne me juge pas sur la qualité de mes blagues, sachant que le robot infirmière qui est dans ce livre-là, c'est exactement le type de blague qu'a fait elle-même. Donc je suis dans le thème du livre. Et un jour, alors qu'il se balade à la casse, parce qu'en gros, dans la forêt, t'as un espèce d'endroit avec plein de détritus, hein, de déchets, mais surtout des pièces détachées de robots. Et il se trouve que Victor adore traîner là-bas, alors que Paponnet Robot, il n'aime pas trop ça, et il lui dit « Non Victor, il ne faut pas aller à la casse, c'est un endroit dangereux, c'est pas bien, tu pourrais te faire un bobo. Et on veut pas que tu te fasses un bobo, parce que je t'aime Victor, je ne veux pas que tu aies de bobo, mon grand garçon. » Autant se dire que Victor s'en bat les couilles complètement. Il passe quand même tout son temps libre à jouer là-bas avec ses potos robots. Et un jour, il y trouve un robot qui semble vivant. Enfin, vivant, t'as vu, c'est un robot, il peut pas être vivant, le truc c'est pas Frankenstein non plus, tu vois, mais fonctionnel. Si tu me connais un petit peu, tu sais que j'aime d'amour la saga du clan Bennett, écrite par TJ Klune aussi. Plus tôt, j'ai parlé d'un autre livre, La maison au milieu de la mer céruléenne, qui est aussi écrit par TJ Klune, que j'ai beaucoup aimé, et celui-là, j'aime moins. La force de cet auteur, c'est les émotions, les relations entre personnages, et là, c'est des robots qu'on suit. Donc autant te dire que la force des émotions, même si, oui, c'est vrai, on essaye de leur donner une personnalité, c'est des bisounours, ils se font des câlins, des bisous, la force de l'amour. L'infirmière, là, elle fait des blagues de cul, en vois-tu, en voilà, elle fait des blagues aussi sur le meurtre, alors que c'est des fucking robots, ils ne peuvent pas mourir ni ken. Enfin bref, on essaye de les humaniser, mais ça reste des robots. Le personnage de Victor, lui, c'est vraiment le stéréotype parfait des personnages qu'on retrouve dans les livres de TJ Klune. Il semble être neuroatypique, il est LGBTQIA+, il est tout mignon, tout choupi, on a envie de lui faire des câlins. Je l'aime beaucoup Victor, même si c'est probablement le personnage de tout l'univers de TJ Klune que j'aime le moins. Non, le personnage que j'aime le moins, c'est peut-être le mec là dans Sous la porte qui chuchote, dont j'ai oublié le nom. Puis il y a quand même un bail chelou avec lui là, avec Victor, en ce qui concerne le type d'individu par lequel il est attiré. Et ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Je ne parle absolument pas de son côté LGBTQIA+, hein. Vraiment pas. Je parle d'autre chose que tu découvriras si tu lis le roman. Mais c'est chelou, je ne juge pas. Chacun fait bien ce qu'il veut tant que tout le monde est consentant. Le robot aspirateur là, c'est un enfant, hein. Il est tout naïf, tout choupi, tout mignon. Il comprend absolument rien à la vie et absolument tout le temps à côté de la plaque. Mais il est mignon. Pas comme mon aspirateur, pourtant j'ai un robot aspirateur, mais lui, il ne réagit pas quand je lui parle. Pourtant je lui parle, hein. Je lui raconte des histoires de temps en temps. J'essaye d'avoir une conversation avec lui, je n'ai pas d'amis. C'est faux. Et l'autre là, le robot beau gosse mystérieux dont j'ai pas parlé, mais il y a aussi un robot beau gosse mystérieux, il est lui. Voilà. Ici, on parle de l'humanité, mais on reste en dehors des émotions, j'ai trouvé, ce qui est très dommage pour un TJ Klune, parce que vraiment, c'est son point fort, les émotions. Cela dit, la plume reste poétique, c'est une sorte de réécriture de Pinocchio, et bon, c'est rare d'avoir des réécritures de Pinocchio, donc c'est intéressant. Il y a des bails avec une baleine, une fée bleue, des gens du spectacle, une réécriture de Pinocchio. C'est pas incroyable, c'est pas non plus catastrophique, ça se lit très très bien en réalité quand même s'il y a parfois quelques longueurs, j'ai trouvé. Ce livre-là ne me marquera pas, contrairement à la saga du clan Bennett du même auteur.
J'ai ensuite pu découvrir Heartless, écrit par Marissa Meyer et aux éditions PKJ. C'est l'origin story de la Reine de Cœur dans Alice au Pays des Merveilles. Du coup, on y suit Catherine qui passe son temps à faire des pâtisseries, c'est sa passion. Mais c'est une noble et ses parents trouvent que ce n'est pas un passe-temps digne d'une noble. Elle devrait plutôt passer son temps à chercher à se marier. C'est beaucoup plus important comme chose à faire dans la vie. Et ça tombe bien puisque le roi de cœur a flashé sur elle. Et quel plus grand honneur, me diras-tu, que d'être repérée par le souverain de toute une nation. Quelle femme ne voudrait pas ça? Eh bien Catherine, elle ne veut pas de ça. Vraiment, elle, c'est pas du tout réciproque. Il lui plaît vraiment pas du tout, le roi de cœur là. Limite il la dégoûte, tu vois. Voilà ce qu'elle ressent quand elle le regarde. Et puis en plus de ça, Catherine, elle a des vues sur une autre personne dans cette cour qui n'est absolument pas le roi. Sauf que le problème, c'est que, en fait, quand le roi te désire, est-ce que tu as vraiment le choix de dire non? Tu as 2 heures pour répondre à cette question. Allez, j'attends. J'ai pas trop aimé. Alors que ça avait absolument tout pour me plaire, à commencer par le fait que c'est une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles, que j'aime beaucoup le conte Alice au Pays des Merveilles, que c'est Marissa Meyer, que j'aime bien Marissa Meyer, tout pour me plaire. Et pourtant, ça ne l'a pas fait avec moi. C'était pas mauvais, vraiment pas. Même très loin de là. Il y a plein de choses intéressantes. Mais disons qu'on se concentre essentiellement sur l'histoire d'amour. Et moi, l'histoire d'amour m'a pas assez passionnée pour que le livre dans son entièreté soit passionnant à mes yeux, et en plus il y a vraiment une ambiance de cour, et c'est pas un truc que j'aime spécialement. L'histoire d'amour, puisqu'on se concentre vachement dessus, je la trouve un petit peu superficielle en réalité, donc en fait c'est ça. Tu vois, j'ai pas senti vraiment cette alchimie entre les deux personnages. Et puis le reste du temps, quand Catherine n'est pas en train de faire les beaux yeux à son love interest là, c'est un petit peu malsain en fait de suivre ce gros harceleur de roi là qui passe son temps à vouloir Catherine alors qu'elle est en mode... Ouais, tu suis quand même un mec qui part du principe qu'il va forcément pouvoir avoir la meuf qu'il veut parce qu'il est roi, alors que, et tu suis ça, tout en sachant qu'ils vont finir ensemble à un moment donné, puisque, je rappelle qu'on est dans une origin story de la Reine de Cœur, roi de cœur, Reine de Cœur, donc fatalement, t'imagines bien qu'ils vont finir ensemble. Cela dit, s'il y a une chose que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est les personnages haut en couleur et fantasques. Ça, je trouve ça assez original. On trouve rarement ce genre de truc, avec des personnages vraiment loufoques. Bien sûr, c'est les personnages qui viennent d'Alice au Pays des Merveilles. Alors, ils sont moins loufoques là-dedans, hein. On les a quand même un peu aseptisés pour qu'il y ait plus de cohérence, on va dire. Enfin, non pas que Alice au Pays des Merveilles ne soit pas cohérent, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire. Malheureusement pour moi, ça ne suffit pas quand même à m'avoir donné un énorme intérêt à cette histoire. Si on les voyait plus, si c'était plus au cœur de l'histoire, bon, pourquoi pas. Il y a aussi une espèce d'enquête, parce que, il se passe un truc mystérieux. L'enquête, bon, j'avais vu venir qui sont les coupables dès le début, en fait. Ah oui, et ça donne envie de sucre. Je sais pas si c'est positif ou négatif, à toi de voir. Ah, il faut que je précise qu'il y a quand même quelques petites incohérences dans les personnages, c'est-à-dire que par exemple, à un moment, t'as des persos qui cherchent une solution à un problème, et puis tout d'un coup t'as un mec qui est là depuis le début, qui est en mode « Ah, mais au fait, j'oubliais ! En fait, si on fait ça, il faut savoir que il se passe ça, et ça règle tous nos problèmes. » Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Et le mec il a « J'avais oublié !» C'est une règle de ton monde, tu sais. Et puis t'as notamment ses parents qui lui disent tout le long du livre « Oui, Catherine, tu feras exactement ce que nous on décide que tu fais, peu importe que tu sois heureuse, pas heureuse, tu feras ce qu'on a décidé parce qu'on sait ce qui est mieux pour toi. » Et puis plus tard, comme ça, en claquement de doigts, alors qu'en fait elle a fait exactement ce qu'ils ont voulu qu'elle fasse, ils lui disent « Mais t'es quand même sûre de ta décision parce que nous on veut que ton bonheur. » Non, con de parents, vous avez passé le livre à dire le contraire. Et puis enfin, je trouve que le personnage de Catherine, du coup, switch beaucoup trop facilement, tu vois, en un claquement de doigts. Elle passe de la douce et la gentille Catherine à la Reine de Cœur. Ouais, pour moi, c'était beaucoup trop rapide, alors que le livre est gros, tu vois, tu avais le temps, et je trouve que le switch est un petit peu brutal, tu vois. Tel un certain personnage dans Game of Thrones. Ah, et la dernière phrase du livre, tu le sens venir, la dernière phrase du livre, mais j'adore. J'ai lu également If We Were Villains, écrit par M.L. Rio et aux éditions Hauteville. On suit Oliver qui est en train de finir de purger sa peine de prison. Le truc commence super bien, youpi! L'enquêteur qui a enquêté à l'époque vient rendre une petite visite à Oliver pour discuter de est-ce que Oliver finalement il était coupable ou pas. Comme Oliver est en train de finir de purger sa peine, techniquement l'enquêteur, même en sachant la vérité, il peut plus rien faire. Donc il vient chercher la vérité. À l'époque de ce qui s'est passé, Oliver était dans une école de théâtre complètement obsédé par Shakespeare. Tu bouffais Shakespeare, tu dormais Shakespeare, tu baisais Shakespeare, enfin voilà, Shakespeare était omniprésent dans cette école de théâtre. Et décidément, puisque c'est le deuxième livre qui a un rapport avec Shakespeare que je lus au printemps, Shakespeare est partout. Chut, je l'entends.
Je ne suis pas folle, vous savez. Bonsoir. Si tu as la rêve, mets-la moi en commentaire. Et en vrai, j'exagérais même pas, hein, parce que les gens carrément communiquent en Shakespeare. En gros, un des poteaux de l'école de théâtre a été assassiné, et c'est Oliver qui a été accusé. Alors, est-ce que c'est Oliver qui a tué le poteau? Oui ou non? On ne sait pas. Si on veut savoir, il faut lire ce livre. C'est vraiment pas le type de livre qui est fait pour moi. Je suis pas hyper emballée par tout ce qui est policier, thriller, tout ça. Je suis très difficile. J'aime le côté Dark Academia parce que c'est de la Dark Academia, mais c'est vrai que j'aime ce côté-là en fantasy. Quand c'est pas de la fantasy, je m'en fiche. Les livres avec une enquête, si tu veux, il faut vraiment qu'il y ait un truc incroyable dedans, tu vois, ou que vraiment ça me retourne le cerveau pour que je trouve un intérêt. Et bah c'était pas le cas ici. Cela dit, ça m'a quand même diverti, hein, c'est une lecture dont j'aurais pu me passer complètement, mais ça m'a diverti. Les personnages féminins, je vais pas te cacher que je les ai trouvés interchangeables, les personnages masculins beaucoup moins pour le coup. Je savais qui était qui, alors que les personnages féminins, je les confondais, tu vois. Mais je les ai pas trouvés avec un intérêt ouf non plus. L'intrigue en elle-même non plus, sachant que la révélation de fin, bon, je m'en doutais. J'ai pas trouvé ça incroyable du tout. Une lecture dont j'aurais pu me passer, clairement. J'ai lu également ce printemps Perséphone, écrit par Benjamin Carteret et aux éditions Charleston. Je vais pas te faire un vrai résumé de cette histoire. On y suit Corée, qui en fait est Perséphone, c'est son premier nom parce que Perséphone c'est un nom qu'elle a plus tard, et sa mère Déméter, tu vois, c'est un récit à deux points de vue. Et on les suit en train de survivre dans le monde patriarcat que Zeus a décidé pour elle et pour absolument tout le monde, alors que Déméter est la sœur de Zeus, que techniquement ils sont censés être complètement égaux, mais Zeus, l'égalité c'est un concept qu'il ne connaît pas. Qu'est-ce que c'est l'égalité? C'est moi le dieu tout puissant de tout le monde. Mes frères et sœurs, on s'en bat les couilles, c'est moi. Et c'est certainement pas une bonne femme qui... J'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que ça peut ne pas plaire à tout le monde, tout simplement parce que c'est assez lent dans la narration, c'est-à-dire que des fois tu prends 4 pages juste sur t'expliquer la moisson. Perséphone et Déméter, ce sont toutes les deux des déesses liées à la terre, et tu rentres en détail dans leurs travaux en fait, en réalité. Tu rentres en détail dans leurs émotions, dans leur intériorité, et c'est très féministe dans le sens où vraiment on suit deux femmes qui se battent vraiment contre ce que Zeus veut leur imposer. C'est de l'adulte, il y a des trigger warnings parce que bah tu connais, hein, dans la mythologie sakienne, entre frères et sœurs, il y a des viols, il y a plein de joyeuseté, c'est dedans. C'est pas à mettre entre toutes les mains, ça peut être laborieux pour certaines personnes à cause de ce côté assez lent. Moi, ça m'a vraiment beaucoup plu. Dans la mythologie de base, on a tendance à mettre plus en avant les hommes, même si c'est une mode depuis quelques années de faire des réécritures mythologiques avec des femmes en avant. Donc là, c'est totalement dans cette mode-là. Ça montre des femmes sortir de leurs conditions d'une très belle manière, j'ai trouvé. Et j'ai trouvé ça hyper puissant. Donc vraiment, je conseille. Et pour finir sur les one-shots que j'ai découverts ce mois-ci, Yellowface, écrit par Rebecca F. Kuang et aux éditions Ellipsis. On suit le personnage de June, qui est ce qu'on peut appeler communément une sale race. Et en plus, cette insulte rentre parfaitement dans le thème de ce livre. Alors que June se trouve chez une de ses potes, qui se trouve être une célèbre écrivaine, sa pote crève sous les yeux de June. Et il faut savoir qu'elle décède d'une façon qui a créé un nouveau traumatisme chez moi. Je prendrai plus jamais mes petits déjeuners de la même façon. C'est pas un spoil, hein, c'est vraiment dans les premières pages du livre. Hein. Me regarde pas comme ça. Et il se trouve que June, justement, est elle aussi écrivaine, mais du genre écrivaine ratée. Elle a vraiment aucun succès. Tu vois, sa pote là, en fait, elle était là pour fêter un contrat Netflix, tu vois, donc ce livre sont adaptés en série ou en film, alors que June, vraiment, ils sont dans un placard, ces livres. Hein. Donc elle est très très loin d'avoir le succès et la richesse de sa pote, tout récemment décédée. Du coup, elle est un peu jalouse. Non pas de la condition de cadavre de sa pote, mais du succès et de la richesse de sa pote. Mais que voilà-t-il pas qu'Athéna, la pote en question, venait tout juste de finir un manuscrit. Oh, quelle coïncidence! Et que va faire June, à ton avis, cette petite opportuniste? Eh bien évidemment qu'elle va prendre le manuscrit pour pouvoir le publier à son nom. Pas au nom d'Athéna, hein. Non, au nom de June. Elle va voler son manuscrit. Voilà, hein, les mots sont dits, les mots sont balancés. Sauf qu'il se trouve que sa pote est d'origine asiatique et qu'elle a écrit un livre sur la condition des travailleurs chinois pendant la Première Guerre mondiale. Et que June a un prénom qui peut porter à confusion et qui peut faire croire qu'elle est elle-même chinoise. Alors que pas du tout, vraiment pas. Non, j'ai tout bonnement
adoré. C'était à la fois très intéressant et dur à lire de suivre tout bonnement une connasse. La meuf passe son temps à se trouver des excuses. Parce que tu comprends, c'est moi qui suis la victime dans cette histoire. Il y en a que pour les personnes racisées, les personnes blanches n'intéressent plus personne, gna gna gna, mais là je me plains, je suis une connasse. Athéna, elle a eu du succès juste parce qu'elle est asiatique, et puis d'abord... Et puis elle aurait voulu que son manuscrit soit publié, donc je fais que lui rendre service, non? Non, sale détritus de l'humanité, tu lui voles juste son travail. La meuf se remet absolument jamais en question, et bien évidemment elle pense qu'elle n'est pas raciste. Ben voyons. Non, je ne suis pas raciste, j'ai une amie asiatique. Connasse. C'est assez drôle, enfin drôle, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas tu suis son point de vue, et comme elle s'auto-convainc qu'elle n'est elle-même pas raciste, des fois t'es convaincu toi-même, t'es là. Non, mais en fait, est-ce que vraiment elle est raciste? Oui, mais du coup, ça arrive à t'embrouiller un petit peu, tu vois, c'est intéressant. Et puis elle sort une dinguerie comme ça au KLM, tu vois, et là tu dis, ok, non, là, y a plus aucun doute. Zéro doute, tu es raciste, madame. Et elle trouve que ce qu'elle dit c'est parfaitement légitime, on peut plus rien dire. Il y a aussi dans ce livre énormément de réflexions sur le milieu de l'édition, les haters, la cancel culture et tous ces trucs là. Tous ces trucs que tu connais, c'était un peu sur les réseaux, donc forcément moi je suis un peu sur les réseaux, donc ça m'a intéressée. Il y a une enquête, voilà, il y a plein de trucs dans ce tout petit livre finalement. Et c'était très intéressant, j'ai vraiment beaucoup aimé. R.F. Kuang, j'ai adoré Babel l'année dernière, donc du coup c'est une autrice que je vais continuer à suivre, bien sûr, même si je trouve que son livre est en train de me juger. Ne me juge pas s'il te plaît, c'est moi qui suis censée te juger, pas le contraire, hein. Et pour finir cette vidéo sur la dernière catégorie, on passe au graphique que j'ai lu au printemps. Et au printemps, je n'ai lu que tout est relatif parce qu'il y a quand même 13 tomes, mais j'ai lu les 13 tomes de Bonne Nuit Poun Poun, oui je t'ai sorti que 2 tomes parce que la flemme de tous les prendre, écrit par Inyo Asano et aux éditions Kana. On y suit Poun Poun, Sylvie Poun Poun. Et là, tu te dis... mais c'est quoi cette chose? Eh bien, c'est un petit garçon tout mignon. Enfin, je crois, parce qu'on voit jamais sa tête. Il est toujours représenté par cette espèce de canard ou de moineau ou de poussin, je ne sais pas ce que c'est. Et il est en primaire, et en même temps, il a un coup de foudre pour la nouvelle de l'école, et en même temps, il cherche ce qu'il veut faire dans la vie, et en même temps, il a des envies d'espace. Enfin, d'espace, pas de l'espace, genre il veut que sa chambre soit plus grande, tu vois, de l'espace dans le ciel. De là où il y a les étoiles, tout ça. Et en même temps, son papa a frappé sa maman. Et en même temps, Poun Poun et ses copains découvrent la pornographie. Et en même temps, il y a un dieu bizarre. Et Poun Poun, il grandit, parce que dans le tome 1, c'est un petit enfant, mais au fur et à mesure des tomes, ça devient un homme. Et il découvre les joies et les horreurs de ce monde. C'est formidable. C'est une pépitasse, c'est un chef-d'œuvre. Bonne nuit Poun Poun. Tout simplement. Et pourtant, ce n'est absolument pas pour tout le monde. Il y a plein de gens qui seront là, c'est quoi ce truc? What the fuck? Je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout dans le délire de cet auteur, parce que vraiment l'auteur s'est tapé un délire, hein, on est d'accord. En ce qui concerne les dessins, tout le monde est représenté normalement, comme des êtres humains tout à fait normaux. Et Poun Poun et sa famille ressemblent à ça. C'est Poun Poun. Les autres êtres humains, voilà, tu vois, c'est des autres êtres humains. J'aime beaucoup le dessin. Il y a plein de trucs what the fuck du coup dedans, hein, parce que forcément, le manga est what the fuck. Donc du coup, des fois, t'as des grosses têtes qui pop comme ça de temps en temps. Poun Poun, il évolue en fonction de son intériorité. Là, il est, comme je te l'ai montré, mais au fur et à mesure des tomes, des fois, ça devient juste un cube. Il change en fonction de ce qu'il a dans la tête et de ses émotions. En fait, le dessin est stylisé, c'est-à-dire que l'auteur, il va décider plutôt de représenter l'intériorité des personnages plutôt que la réalité en elle-même, et c'est hyper intéressant. Globalement, les dessins sont beaux. Alors des fois, l'action, tu la comprends pas toujours, tout le temps, c'est pas grave. Le reste du temps, tu prends vraiment plaisir à découvrir les planches. C'est un drame et c'est drôle. Poun Poun est profondément dépressif et en même temps, au vu de la vie qu'il a, on comprend. Il a vraiment une vie de merde. On y aborde tellement de sujets, mais tellement de sujets. On y aborde la vie, finalement. Voilà, c'est cliché ce que je dis. Malgré la mignonitude des couvertures, c'est surtout pas à mettre dans les mains des enfants. Il y a plein de triggers, mais alors mon dieu, une liste longue comme mon bras. Il y a du cul. Et d'ailleurs, c'est un peu bizarre puisque rappelons que Poun Poun ressemble à ça, et que les autres personnages sont représentés tels des vrais êtres humains, donc du coup ça fait un peu zoophile, et c'est très dérangeant. Mais rappelons que Poun Poun est lui-même un être humain, un vrai garçon, tel Pinocchio.
Moi, j'ai adoré. C'est vraiment une lecture qui m'a marquée, mais il faut rentrer dans le délire du gars et on comprend que ce soit pas possible pour tout le monde. Cette vidéo est à présent terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager et à commenter. Si tu sais pas quoi commenter, tu peux me mettre une pile de livres si tu veux, tu vois, parce que j'ai pas d'idée, j'ai pas un thème en particulier en commun, ou en tout cas je l'ai pas trouvé encore. Et tu peux me dire aussi ce que toi tu as lu ce printemps. Sur ce, des bisous!